500 millions de francs CFA et puis le ministre a estimé que cette enquête sollicitée par Greenpeace va entrer dans le cadre justement des audits en cours. Écoutez-le. Le pillage, il y a des gens qui sont interpellés, c'est à eux de répondre. Et je dois dire que j'ai signalé ici la situation qui m'avait été faite. Les bateaux qui étaient au nombre de 29 et les versements qui ont été, en tout cas dans les papiers, qui ont été effectués au niveau du Trésor sénégalais. Maintenant, ce qu'il y a derrière, est-ce que c'est du pillage, est-ce que c'était le prix qu'il fallait payer? Ça, franchement, je ne suis pas tenu, en tout cas, de répondre à cela. Il appartiendra aux autorités qui ont donné ces bateaux, qui ont donné ces autorisations, qui ont encaissé l'argent, de s'en expliquer. Et je pense que c'est le cas aujourd'hui. Vous savez, aujourd'hui, un certain nombre de gens qui sont interpellés, il y a des audits qui sont aujourd'hui déposés, d'autres sont en cours. On verra, en tout cas, dans tous les secteurs, l'État fera la lumière pour que ceux qui ont fauté puissent en tout cas payer. Manifestation de Tchantakoun dans la capitale, suite au transfèrement de leur guide à la maison d'arrêt de correction de Dakar. L'avocat du marabout appelle au calme. Il demande par ailleurs la libération de Cheikh Béthiou pour des raisons de santé. Maître Ousmane Sey au sortir de la cellule du Cheikh. Le problème, c'est qu'il ne doit pas être détenu. Aujourd'hui, un détenu comme le Cheikh, qui présente des garanties de représentation, qui est extrêmement malade. Il ne peut même plus recevoir ses visites parce qu'il ne peut plus marcher. Sa santé s'est détériorée gravement, donc le seul problème c'est qu'il soit libéré. Il n'y a pas de condition de détention, il faut qu'il soit libéré. Et nous l'avons fait comprendre à l'administration pénitentiaire et nous comprenons aussi que l'administration pénitentiaire n'est pas responsable de ta détention. Nous parlons aux autorités politiques qui l'ont maintenu dans cette situation. Le Cheikh est responsable. Il demande à ses talibés de rentrer chez eux parce qu'il fait encore confiance à la justice. Nous faisons encore confiance à la justice de notre pays. Nous croyons que nous avons devant eux des autorités politiques responsables. Nous leur donnons encore le temps de réfléchir et de prendre des décisions. Cheikh Béthiou en prison suite à la tuerie de Keur Samba Laobé à Mbour. Ce véhicule réduit en cendres tôt ce matin au domicile de l'ancien garde du corps de l'ancien président de la République, Lamine Faye, par ailleurs neveu de maître Abdoulaye Wade, réside à la cité Alternance au CICES. Les habitants de la cité Alternance située dans le périmètre du CICES ont été réveillés par l'incendie de ce véhicule tôt ce matin. Une BMW de type X5 appartenant à Lamine Faye, neveu et ancien garde du corps du président Abdoulaye Wade. Une voiture complètement calcinée après le passage des flammes. Des flammes qui avaient commencé à menacer de se propager au domicile avant d'être éteintes par les habitants de la maison à l'aide d'extincteurs et de seaux d'eau. En l'absence de Lamine Faye, aucun membre de la famille n'a voulu s'épancher sur les causes du sinistre. Seul le chauffeur du véhicule incendié a voulu livrer un témoignage. J'ai garé le véhicule ici depuis hier vers 18h30 avant de rentrer chez moi. Aux environs de 6h du matin, on m'a appelé pour m'informer de l'incendie du véhicule. Elle est de marque BMW X5. Je le conduis depuis 2009, mais je n'ai jamais constaté de défaillance technique dans le moteur. J'ai l'habitude de le garer ici, devant la maison, même si parfois on le stationne dans le garage. Pour l'heure, à la cité Alternance, les spéculations vont bon train concernant les causes de l'incendie. Chérif Dia, manifestation des étudiants contre la fermeture du campus social de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. La coordination républicaine des agents du COUD, le centre des œuvres universitaires de Dakar, explique les raisons de cette mesure. La réfection des bâtiments avant la rentrée prochaine. Les étudiants, je le rappelle, avaient violemment manifesté mercredi contre la démolition de pavillons préfabriqués. La CRAC a donc rencontré la presse ce vendredi pour expliquer justement ces raisons. À un moment donné, il faut que tout le monde sorte, que l'on fasse les réglages nécessaires, que l'on fasse en tout cas les travaux nécessaires, et que vraiment qu'on puisse accueillir de manière convenable les étudiants donc, dès l'année prochaine.
la vie d'un étudiant vaut mieux que 1000 pavillons. Donc moi je pense qu'on va démolir et maintenant on va demander en tout cas à la tutelle de prendre les mesures idoines. Et pour le casement, il y a, comment dirais-je, des pavillons qui sont en train d'être construits. Normalement, d'ici la fin de l'année, c'est-à-dire au mois de décembre, ils seront réceptionnés. Donc ça va en tout cas résorber un gap. Lors de la manifestation des étudiants de mercredi dernier, un agent de sécurité du COUD avait été blessé et le collectif des amicales d'étudiants estime qu'il n'est en rien impliqué dans cette violence constatée mercredi. Le collectif se dit même favorable à cette opération. 7 amicales d'étudiants cohabitent dans le campus et à l'heure où je vous parle, 3 de ces amicales ont été suspendues. Seulement 4 amicales actuellement ont procédé au renouvellement de leurs instances. Il s'agit de la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontologie, de la coordination des écoles et instituts, de la faculté des sciences économiques et de gestion et aussi de la FACEF. Donc c'est ces étudiants-là qui peuvent espérer jouir de leurs droits et prérogatives et pouvoir parler au nom des étudiants. Aucune de ces 4 amicales n'a participé à la manifestation d'hier, considérée comme une tentative d'intimidation qu'on présente ces gens comme étant le collectif des amicales. Nous, amicales légalement élus, nous nous départissons de ces actes de vandalisme orchestrés par des étudiants ou bien un groupe d'étudiants de la faculté de lettres et sciences humaines. Il était nécessaire qu'on suive les instructions de la direction de la protection civile pour évacuer. Suite du prologue Tabaski de TFM avec ce soir la flambée des prix des denrées. D'abord l'huile, les grossistes et les détaillants se renvoient la balle. Le consommateur demande justement l'arbitrage de l'État devant ce ping-pong. À quelques jours de la Tabaski, certaines denrées de première nécessité connaissent une hausse vertigineuse. Parmi ces produits, l'huile en bonne place. Au marché Tilène, des ménagères dénoncent cette flambée. Elles déplorent les contextes dans lesquels intervient cette hausse. Je pense qu'on aurait dû maintenir le prix pratiqué jusque-là. C'était même cher avec ce prix. Vraiment, on ne devait pas l'augmenter en ce moment. L'huile est chère. Avant, la bouteille d'huile coûtait 800 francs. Coûtait 800 francs, cette bouteille-là. Coûtait 800 francs. Maintenant, ça coûte 5300. Le 5 litres, ça coûte 5300. Dans notre quartier, ils ont augmenté le prix du sachet de 50 francs CFA. Maintenant, on achète le sachet à 350 francs. Des commerçants détaillants confirment la hausse. Ils l'attribuent aux grossistes. Le prix de l'huile a augmenté, on l'achetait à 19 500, maintenant c'est à 21 000. Nous les détaillants, nous n'avons aucun bénéfice. Ce sont les grossistes qui profitent de cette hausse. Certains grossistes disent ne même pas être au courant de la hausse du prix de l'huile. Ils assurent que ce sont les mêmes prix qui sont pratiqués depuis belle lurette. Moi, je maintiens toujours les prix pratiqués depuis longtemps. Je vends la bouteille de 5 litres à 5 000 francs, le seau à 7 500, le carton à 14 000 francs. Dans tous les cas, la situation risque d'être compliquée pour les gorgorlous sénégalais. Ils sont d'abord préoccupés par l'achat des moutons pour sacrifier à la tradition le jour de l'Eid el-Kébir. Les repas donc de la fête du mouton menacés, les prix des accompagnements sont en hausse. Regardez le constat d'Ababakar Kamara et Fatou Bintouane au marché. L'oignon, des pommes de terre et de l'ail flambent à une semaine de la Tabaski. Au marché Tilène, difficile de remplir le panier de la ménagère. Les femmes ne savent plus où donner de la tête. Les prix de l'oignon et des pommes de terre ont augmenté en cette période. Les sacs qui coûtaient 6 000, 7 000 francs sont aujourd'hui à 8 500 francs. Même à ce prix-là, on n'arrive pas à les vendre aux clients. Ce sont les importateurs qui fixent ces prix, mais pas nous. Les maîtresses de maison lancent un appel au gouvernement. Déjà confrontées à la cherté de la vie, elles disent ne plus supporter la hausse des denrées de première nécessité. Nous, les mères de famille, nous sommes très fatigués. On n'arrive pas à joindre les deux bouts. Les pommes de terre, l'ail et les oignons coûtent très cher. Le carton de l'ail qui coûte 5 000 francs a grimpé jusqu'à 11 000 francs. Et même plus. On demande au gouvernement de nous aider en diminuant les prix. Les clientes désignent les commerçants comme principaux responsables de cette hausse. Pour elles, cela va être une catastrophe si une baisse n'est pas observée d'ici la fête.
Et puis avant la page des sports de Cheikh Tidiane Diaw, direction la Mecque, où bien entendu les pèlerins sénégalais, même après avoir reçu leur pécule, continuent des protestations. Plus de détails avec nos envoyés spéciaux, Daouda Diouf, Mor Kharma et Mbissa Ndoye. Nous sommes à Bahran, plus connu sous le nom de Méridien, ce hôtel réservé aux pèlerins sénégalais par la commission de pèlerinage. Bahran a vécu des moments très difficiles avec cette grogne des pèlerins venus percevoir le pécule de 110 000 francs. Obligés de faire la queue, ces centaines de pèlerins déplorent leurs conditions d'existence et indexent les membres de la commission chargée du pèlerinage. Écoutons les témoignages de cette Adja. Depuis notre arrivée ici, on a eu énormément de difficultés. Pratiquement la commission a été absente du début jusqu'à maintenant. Et depuis qu'on nous a annoncé la distribution des pécules, depuis 11h ou 12h, nous sommes là à faire la queue. Avec d'énormes problèmes, un seul guichet avec plus de je sais pas, d'un millier de personnes. On ne les voit même pas. Moi qui vous parle, je n'ai pas vu, à part M. Wade que j'aperçois ici, depuis que je suis là vendredi, je n'ai vu personne. À Médine, ça a été la même chose. Ici, à la Mecque, ça a été la même chose. Vraiment, monsieur, nous sommes dans des conditions difficiles. Du côté de la commission du pèlerinage, on minimise les dégâts. Amadou Khouma pense que tout va rentrer dans l'ordre dans les 24 heures. Tous les pèlerins vont devoir rentrer dans leur fonds, nous dit-il. C'est plus tard que hier, avant-hier soir, que le préposé à la mission, à savoir le PC, est rentré sur Médine avec l'argent. Raison pour laquelle nous sommes déportés depuis hier soir de Médine à la Mecque pour pouvoir entamer le paiement de ce trop-perçu. Continuant de faire la queue, en préférant l'argent à la place des prières, les pèlerins sénégalais se donnent même parfois un spectacle dans la bousculade. Chacun va être servi en premier pour aller trouver son plat. Mor Kharma, Daouda Diouf. Bonsoir. Bonsoir Khalifa Diakhaté. Du football pour démarrer avec le départ de Louis Lamotte, donc de la tête de la Ligue de football professionnel. Quel profil pour lui succéder? Les observateurs avertis souhaitent avant tout la consolidation des acquis. C'est un reportage signé Cheikh Sadibou Aïdara. Session de Louis Lamotte à la tête de la Ligue sénégalaise de football professionnel est ouverte. Les candidatures commencent à tomber et le profil idéal est donné. Le meilleur profil sera quelqu'un qui sera un peu, qui sera un peu déchargé des tâches de notre boulot, genre de ne pas faire de cumul de postes de mandat. Parce que Lamotte, il faut dire qu'il était en même temps président de la CSS et président de la Ligue Pro, ce qui est quand même un peu beaucoup de charge pour une seule personne. Dans cette optique, l'homme de la situation doit préserver le fil conducteur avec beaucoup de créativité. L'essentiel du conseil d'administration demeure. L'esprit demeure, notre volonté de progresser demeure. Maintenant, la personne qui va nous apporter ce plus, je dis que nous l'attendons. Et ce que nous attendons de ce futur président, c'est surtout qu'il mette en jeu son entre-gens pour aider les clubs, qui, à mon sens, comme je l'ai dit, reste le socle fondamental de notre football. Un bilan positif ou négatif, les avis et les appréciations diffèrent selon les observateurs du foot. Bon, ces 3 ans, on va dire que ça a été vraiment difficile parce que il y a beaucoup de choses à refaire parce que réellement, ça n'a pas décollé, qu'on se le dise. Et je sais qu'eux-mêmes, ils savent que ça n'a pas décollé parce qu'il y a toujours les mêmes problèmes. Nous vivrons des moments difficiles économiquement parlant. Les sponsors nous suivent. Le football donc à ce jour n'est pas encore attrayant. Avec les difficultés que nous avons observées tout récemment, je ne pense pas que dans l'immédiat que des sociétés encore veuillent y mettre leur bille. Donc il va falloir qu'ils fassent vraiment preuve d'entre-gens, de dynamisme et de volontarisme très fort pour élever un peu le niveau. Après 3 années d'existence, la Ligue sénégalaise de football a sûrement besoin d'un nouveau souffle, histoire de conduire le football sénégalais vers le professionnalisme.
Charles Aïdara, merci. La Fédération ivoirienne de football des douanes, la FSF, suite aux incidents qui sont survenus ce samedi au stade Léopold Sédar Senghor après le match Sénégal-Côte d'Ivoire. Donc cela fait suite à une réunion conjointe entre les deux instances. Donc la FSF qui met déjà en place donc une ligne de défense pour amoindrir les sanctions qui pourraient tomber sur le Sénégal. Donc c'est un reportage signé Abdoulaziz Ndiaye et Pape Fall. La Fédération sénégalaise de football passe à l'offensive et dans la dynamique d'atténuer les sanctions qui vont sans doute tomber sur le foot sénégalais, la Fédération sénégalaise de football et le gouvernement sont en train de déployer toute une diplomatie sportive. Nous avons déjà fait un document qu'on va envoyer à la FIFA, à la CAF, n'est-ce pas? Une copie sera remise au gouvernement du Sénégal. Ce que la Fédération va faire, ça n'a rien à voir avec les actions que le gouvernement est en train de faire. Donc on est en train de travailler, en tout cas, de sensibiliser les instances internationales, la Fédération, le gouvernement du Sénégal, même la Fédération ivoirienne est en train de nous aider à sensibiliser les instances internationales. Dans cette optique, les fédéraux ont reçu leurs homologues ivoiriens, histoire d'arrondir les angles ce jeudi au siège de la Fédération. Nous avons mis ces instances derrière nous, parce que nous savons que ce n'est pas l'œuvre de la Fédération et ce n'est pas l'œuvre du peuple sénégalais, c'est l'œuvre de certaines personnes mal intentionnées et qui ont voulu saboter notre football. Nous, aujourd'hui, au niveau de la Fédération, nous sommes en étroite relation avec la Fédération sénégalaise de football. Nous avons travaillé ensemble pour que ce match se déroule dans les meilleures conditions. Et nous savons qu'ils nous ont facilité la tâche. Ils ont été au-delà de ce que nous espérons. Nous avons condamné avec toute l'énergie nécessaire ces actes barbares qui sont produits au cours d'un match de football. Des actes qui n'avaient rien à voir avec un match de football. Mais aussi, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, Malik, le troisième vice-président, a pu certifier que durant tout leur séjour, parce qu'eux ils étaient là une semaine avant, durant tout leur séjour, aucun effort n'a été négligé pour que les conditions idoines d'organisation de match de football soient faites. Les Sénégalais espèrent que l'opération de charme va porter ses fruits. La décision de la CAF est attendue le 24 octobre prochain. En attendant, le foot sénégalais retient son souffle. Voilà, merci Abdoulaziz Ndiaye. Donc rendez-vous le 24 octobre prochain pour savoir si le Sénégal sera ou non suspendu ou bien si le stade Léopold Sédar Senghor sera ou non suspendu. Alors croisons les doigts. Cheikh Tidiane Diao, nous accueillons le directeur général de l'hôpital Le Dantec de Dakar, l'établissement qui fait bien ses 100 ans avec des souffrances qui touchent aussi bien le personnel que le cadre de travail. Salihou Diallo avec nous donc dans un peu moins de 3 minutes. D'abord le point avec Louise Sarr. Hôpital indigène, hôpital des Noirs, hôpital central, telles sont les premières appellations de l'actuel centre hospitalier national Aristide Le Dantec. Créé en 1913, cet hôpital a formé aujourd'hui des milliers de médecins de l'Afrique occidentale française. L'hôpital Aristide Le Dantec traverse aujourd'hui des moments difficiles avec la vétusté de locaux qui datent de 100 ans. Une situation financière alarmante avec une subvention d'1 milliard par an de l'État. Une somme jugée insuffisante pour la prise en charge des frais médicaux. Si je vous dis que Dantec n'a pas 2 milliards de subventions annuelles, donc là c'est là où débutent les problèmes. Ils n'ont pas 2 milliards de subventions annuelles. Sa subvention est de 1,7 milliard, je crois. 1,7 milliard, c'est peu. 1,7 milliard sur un an. Et qu'on te donne par tranche, tous les 3 mois. Donc ça c'est compliqué. Donc voilà vraiment le problème aujourd'hui qui plombe nos hôpitaux. Si Dantec est en éternuement, les autres structures sanitaires de ce pays développent des arrêts cardiaques. Donc je pense que ce qui est important, c'est de subventionner Dantec à la hauteur de sa dimension. L'accès aux soins dans cet hôpital, situé au cœur de la ville de Dakar, un véritable casse-tête pour les patients. À cela s'ajoute l'État qui tarde à honorer sa dette vis-à-vis de l'hôpital. Il s'agit des dépenses liées au fonctionnement du plan Sésame et la prise en charge des cotisations sociales des agents au niveau de l'IPRES. La dette du plan Sésame ici à l'hôpital Dantec pose problème. C'est-à-dire l'État n'a que 1 milliard pour le plan Sésame. Et que le plan Sésame aujourd'hui est en train de plomber le Dantec. Donc ce qui implique que l'enveloppe
On doit revoir l'enveloppe du plan Sésame parce que l'État met 700 millions, l'IPRES met 300 millions. C'est peu, on a 650 000 personnes âgées et si on les divise même cette enveloppe de 1 milliard, chacun aura 1522 francs. L'hôpital Aristide Le Dantec manque de personnel. La structure est confrontée aux problèmes de plateau technique vu la forte demande en équipement. L'hôpital ne peut pas financer ses besoins en plateau technique parce qu'il n'y a pas le retour du BCI. Depuis 2007, il n'y a pas de BCI, le budget consolidé d'investissement, qui peut aider les hôpitaux à avoir du matériel moderne. La maternité de Dantec doit ouvrir ses portes très rapidement. Mais je crois que le ministre en a parlé par rapport à la terminaison des travaux. Parce que je crois qu'ils ont mis un peu plus de 1,8 milliard pour pouvoir régler le problème définitivement. Nous avons du personnel recruté par l'hôpital Aristide Le Dantec qui sont très compétents. Mais l'ancien régime, Eva Cole, quand elle était là, on avait dit de recruter graduellement ce personnel dans la fonction publique et ça permettra d'alléger la masse salariale. Après un siècle d'existence, le premier hôpital du Sénégal a de grands projets. Ces locaux seront réfectionnés d'un montant de 85 milliards de francs CFA d'ici 5 ans pour satisfaire la demande des patients. Ils n'auront plus besoin de prendre l'avion pour s'acquitter des services des hôpitaux européens. Salou Diallo est le directeur de l'hôpital Aristide Le Dantec. Il est avec nous ce soir sur ce plateau. Bonsoir, monsieur Diallo. Bonsoir, Khalifa. Merci d'être là ce soir. Alors, 100 ans, ça se fait bien, mais dans le cas de l'établissement Le Dantec, c'est plutôt le moment pour vous de vous arrêter sur les nombreuses souffrances auxquelles est confronté l'hôpital. Merci Khalifa, merci de nous avoir invités à ce journal. Effectivement, l'hôpital Aristide Le Dantec fête son centenaire. C'est 100 ans de soins, 100 ans de recherche et 100 ans de formation, n'est-ce pas, au service de l'humanité. Parce que je rappelle que les premiers cadres africains ont été formés effectivement au niveau de l'hôpital Aristide Le Dantec. Les médecins, pratiquement la totalité des médecins du Sénégal, en tout cas la majorité, a été formée au niveau de l'hôpital Aristide Le Dantec. L'hôpital Aristide Le Dantec regorge de potentialités énormes. Et je pense que 100 ans après, il était bon de s'arrêter, non pas pour organiser des festivités, c'est pas pour cela, hein, c'est pas pour faire la fête, faire du folklore, c'est pour s'arrêter, pour réfléchir, n'est-ce pas, évaluer les pratiques au niveau de l'hôpital Aristide Le Dantec mais surtout envisager l'avenir. Oui. C'est-à-dire il s'agit de saisir cette opportunité, de saisir ce centenaire comme une opportunité pour réfléchir sur les perspectives de l'hôpital Aristide Le Dantec, réfléchir sur les missions de l'hôpital Aristide Le Dantec au regard des défis actuels et futurs. Une sorte d'introspection, pour ne pas parler de bilan. Mais tout à fait. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup de la subvention de l'État qui ne couvre plus les besoins de l'établissement. Alors qu'envisagez-vous comme solution à proposer ou à entreprendre vous-même? La subvention de l'État, parce que le budget d'un établissement, c'est la subvention de l'État plus les ressources propres. Parce que quand le malade vient à l'hôpital, nous encaissons une recette. Il paye un ticket. Oui. Alors donc c'est cela qui constitue le budget de l'établissement. La subvention de l'hôpital tourne autour de 1 milliard que l'État nous alloue. Ce n'est pas rien, c'est important. Donc ça veut dire que l'État fait de gros efforts. Mais au regard des besoins, c'est quand même insuffisant. Absolument. Parce qu'il faut, je pense qu'au sortir des assises de l'hôpital Aristide Le Dantec, la subvention avait été estimée presque à 5 milliards de francs CFA par an. Alors ce qu'il nous faut maintenant, c'est d'essayer de trouver des ressources additionnelles. C'est la raison pour laquelle nous appuyons beaucoup sur le partenariat. Ouais. D'ailleurs, dans le cadre du centenaire, nous comptons créer ce qu'on appelle la fondation des natifs de l'hôpital Aristide Le Dantec. Il y a beaucoup de cadres dans ce pays qui sont nés à l'hôpital Aristide Le Dantec, qui se flattent, qui se targuent d'avoir été nés à l'hôpital Aristide Le Dantec. Le tout premier hôpital, d'ailleurs. Voilà, tout à fait. Et qui sont fiers de l'hôpital Aristide Le Dantec, qui veulent aider l'hôpital Aristide Le Dantec. Nous nous sommes dit qu'en les regroupant autour d'une fondation, on pourrait bien s'appuyer sur eux pour avoir beaucoup de moyens additionnels. C'est une excellente idée, j'adhère. Et maintenant, pour parler du fonctionnement, le fonctionnement de l'hôpital qui cale un peu sur une insuffisance du personnel, mais également un manque d'équipement. Et là, ce sont des dénonciations des syndicalistes. Alors, qu'allez-vous apporter comme réponse?
Vous savez, l'hôpital Aristide Le Dantec dégage pour une grande part une image parfois négative. Je pense que ça relève d'une méconnaissance et peut-être d'une insuffisance dans la communication. Tous les jours que Dieu fait, il y a environ 10 000 à 15 000 Sénégalais qui traversent le portail de l'hôpital Aristide Le Dantec et qui trouvent satisfaction. Mais il est vrai également que il y a parfois des difficultés. C'est pourquoi d'ailleurs quand nous ferons le projet d'établissement, nous allons associer les usagers, les associations de consommateurs, nous allons associer même la presse, parce que ces gens-là, quand ils se plaignent, souvent c'est à la presse. Nous allons associer vraiment tout le monde pour qu'ensemble nous discutions du devenir de l'hôpital Aristide Le Dantec. L'hôpital Aristide Le Dantec fonctionne tant bien que mal. Chaque jour, nous essayons d'améliorer les conditions, d'avoir suffisamment de médicaments et même d'investir. Il y a quand même des difficultés. Vous avez parlé de l'effectif. Nous n'avons pas de difficultés particulières au plan du personnel médical. L'hôpital Dantec, c'est presque 250 médecins, c'est 60 professeurs agrégés des universités. La difficulté, c'est au niveau du personnel, ce qu'on appelle le personnel subalterne, qui n'est pas formé. Les brancardiers, les garçons de salle. C'est vrai que ce personnel est quand même beaucoup plus important que le reste. D'ailleurs, si vous regardez au regard des besoins, ce personnel est insuffisant. Parce que si vous enlevez un seul brancardier dans un service, le lendemain, le chef de service, il se met à crier. Absolument. Mais c'est vrai, mais par rapport maintenant à l'effectif, c'est vrai qu'ils sont les plus nombreux. Et il est bon à l'avenir qu'on se penche surtout sur le personnel infirmier diplômé. Et c'est ça qui fait défaut dans nos hôpitaux. Le personnel infirmier diplômé d'État, les techniciens supérieurs, les techniciens d'anesthésie, c'est surtout ça qui manque au niveau de nos établissements. Donc il faut arriver à inverser la tendance. Tout cela, vous l'envisagez? Nous sommes en train de réfléchir à cela. Même dans le projet d'établissement, c'est sur ça que nous mettons l'accent. Très bien. Il est question aussi du plan Sésame. Donc à l'origine, c'est une très belle initiative de l'ancien président Maître Abdoulaye Wade. Alors aujourd'hui, il semble, nous l'avons entendu dans le sujet, que ce plan phagocyte un peu le budget, ou du moins le budget alloué n'est plus suffisant pour vous faire pouvoir supporter justement le plan Sésame. C'est vrai que le plan Sésame, c'était une excellente initiative qui malheureusement n'a pas connu en tout cas les résultats escomptés. Parce qu'à l'arrivée, il y avait un fourre-tout, tout le monde pouvait prétendre au plan Sésame. Vous pouvez même trouver un commerçant de Sandaga qui est milliardaire et qui, parce qu'il a plus de 60 ans, bénéficie du plan Sésame. Donc je pense que le ministère a bien compris cela. Il est question actuellement d'évaluer le plan Sésame pour en faire bénéficier à ceux qui en ont réellement besoin. Mais c'est vrai qu'actuellement, il y a une grosse ardoise que les hôpitaux, que l'État doit aux hôpitaux. Mais cela n'empêche que nous continuons toujours à recevoir ces personnes âgées. Et la bonne nouvelle, c'est que vous avez des projets de réhabilitation. Il y a même déjà 1 milliard injecté pour réfectionner la maternité de l'hôpital. Très bien. C'est vrai que cette maternité a causé beaucoup de torts parce que ça fait 7 ans qu'elle est fermée. Mais depuis la dernière visite de Madame le ministre, je crois qu'il y a des instructions fermes qui ont été données et qui ont eu des effets. Puisque dans la presse d'avant-hier, nous avons appris effectivement que le marché a été attribué pour exactement 1,97 milliard de francs CFA. Ce qui porte à croire que les travaux devraient redémarrer dans les semaines à venir. Très bien. Alors, Salou Diallo, dernière question, c'est la prise en charge des urgences au Sénégal. Alors, cette question ne concerne pas que l'hôpital Le Dantec, mais pratiquement tous les établissements hospitaliers du Sénégal. Aujourd'hui, il est assez choquant de constater que des citoyens sénégalais, et même d'autres, en tout cas des patients, meurent devant les hôpitaux pour parfois 5 000 francs CFA. C'est assez choquant. Pourquoi ne prend-on pas en charge le malade avant de s'occuper de ses possibilités de pouvoir payer ou pas? Je pense que cela relève d'une méconnaissance de la part de ceux qui font cela. En réalité, la loi indique que quand une personne arrive en urgence, on doit la prendre en charge avant toute procédure administrative ou financière. Avant de demander à quelqu'un qui vient en urgence de l'argent ou de lui demander les papiers, il faut d'abord relever l'urgence. Bon, donc ceux qui font cela, en tout cas, aucun directeur d'établissement, aucun médecin n'a eu à demander cela. Tout ce qu'ils font viole la loi. Mais tout à fait. Maintenant, ceux qui arrivent
c'est que des malades en urgence sillonnent les hôpitaux et ne trouvent pas de la place. Ça peut arriver. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle l'État du Sénégal est en train de réfléchir sur la façon, en tout cas, d'augmenter les services d'urgence au niveau des hôpitaux. Ça peut arriver. C'est vrai que quand vous venez dans un hôpital, il n'y a pas de lit, mais ça pose problème. Quand il n'y a pas de lit, on réfère le malade dans une autre structure. Il n'y a pas de lit, ce qui fait qu'il tourne en rond. Mais pour ce qui est de la prise en charge, je crois que cela n'a été demandé nulle part. C'est d'ailleurs, c'est un délit, parce que c'est une non-assistance en personne en danger. Donc dire aux Sénégalais qu'ils peuvent ne plus se plaindre et simplement aller porter plainte contre eux. Je ne demande pas que les personnes aillent porter plainte, parce que je n'ai pas le droit de dire ça, mais je relève seulement que ce n'est pas quelque chose qui a été demandé à ceux qui le font. Maintenant, ce qui se passe également, c'est qu'il y a des personnes qui arrivent et qui disent qu'ils sont malades et qui demandent à ce qu'on les prenne en charge. Quand ce n'est pas une urgence, le malade, il doit payer. Très bien. Parce que les hôpitaux également, ce n'est pas des hôpitaux, n'est-ce pas, où tout est gratuit. Absolument. Il faut absolument qu'il y ait une participation de la population et c'est ça qui fait vivre les hôpitaux. Mais encore une fois, quand il s'agit d'urgence, l'urgence doit être levée avant de demander des papiers ou de demander de l'argent. Donc nous sommes bien d'accord, c'est bon à savoir. Voilà, tout à fait. Merci beaucoup Saliou Diallo, directeur de l'hôpital Aristide Le Dantec. Mesdames, Messieurs, merci de nous